Les infections urinaires chez l'enfant, c'est un problème majeur, car c'est la première infection bactérienne en pédiatrie. Elle est confirmée à plus de 10 000 germes par millilitre d'urine, et elle touche 1% des enfants moins de 2 ans, caractérisée par un polymorphisme clinique et sémiologique important selon l'âge. Elle est fréquente chez les garçons moins d'1 an et chez les filles plus d'1 an. La clinique est pauvre et fruste, et peut être révélée par une bactériémie voire une septicémie chez le nourrisson moins de 3 mois, ce qui est un tableau trompeur qui révèle de la gravité. Si l'infection est ossétuée, c'est une urgence, car on a un retentissement rénal grave, essentiellement la pyélonéphrite et l'insuffisance rénale chronique. La cause bactérienne de ces infections sont surtout les entérobactéries ou les cocci-gram négatifs comme l'Escherichia coli dans plus de 80% des cas. Il faut chercher systématiquement des uropathies malformatives comme le reflux primitif ou secondaire dans 50% des cas. Pour la physiopathologie, les germes responsables, on a surtout les entérobactéries comme l'Escherichia coli dans 80% des cas, avec des résistances à l'amoxicilline et au cortimoxazole. On a aussi les proteurs dans 10% des cas, ainsi que les entérocoques et les Klebsiella, etc. On a rarement des infections non bactériennes, donc fongiques chez le nouveau-né ou le nourrisson, ou des causes virales chez le jeune enfant, comme les cystites virales ou les cystites interstitielles chez l'enfant plus âgé. Pour la pathogénie, le mécanisme de la pathogénie, on a normalement un arbre urinaire et des urines qui sont stériles. Par contre, l'infection, elle peut provenir de plusieurs origines. L'origine la plus fréquente est l'origine ascendante, à partir d'une colonisation du périnée, ensuite de la vessie et du rein. On parle ici surtout de l'Escherichia coli, qui dépose de pili et d'adésine qui vont lui permettre de bien s'accrocher à la muqueuse et de coloniser tout cet arbre urinaire. La deuxième cause, ou la cause hématogène, elle est rare et elle est due à donc un passage par le sang vers le rein qui va donner une atteinte uniquement parenchymateuse sans atteindre le pyélon. Encore dans la physiopathologie, les facteurs favorisants, on a des facteurs qu'on peut les classer selon donc s'ils sont locaux ou généraux, s'ils sont chez le nourrisson ou chez l'enfant. Donc pour les facteurs locaux, on a surtout le résidu post-mictionnel, les obstructions et les dilatations au niveau des voies urinaires, les lésions anatomiques, ainsi que les anomalies fonctionnelles comme le dysfonctionnement vésico-sphinctérien. On a aussi des causes générales qui peuvent être possibles comme l'immunodépression qui va favoriser les infections non seulement dans l'arbre urinaire mais aussi au niveau de tout l'organisme. Par contre, la classification par rapport à l'âge, donc est-ce que c'est le nourrisson ou l'enfant? Chez le nourrisson, on a surtout le port des couches qui favorise la rapidité d'infection, l'immaturité de la vessie et un prépuce qui est étroit. Chez l'enfant, on a surtout les troubles mictionnels, la vulvite chez la petite fille ou même la rétention stercorale qui va retentir sur la vessie. On a aussi l'oxyurose, le problème d'oxyurose, ainsi que le problème d'hygiène en général. Du problème du reflux vésico-urétéral. Comme on a dit, c'est un des facteurs les plus fréquents comme facteur favorisant d'infection urinaire chez l'enfant. Donc ce reflux, il peut être primitif comme il peut être secondaire. Lorsqu'il est primitif, il est malformatif. Donc c'est une anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale. Lorsqu'il est secondaire, il est fonctionnel. Donc une augmentation de la pression vésicale par hyperréactivité vésicale habituellement, comme donc les fuites urinaires, les urgences mictionnelles, dysurie, miction en deux temps, et il est favorisé par la rétention stercorale ou les mauvaises habitudes mictionnelles. Le reflux en lui-même n'est pas responsable de la colonisation vésicale, mais véhicule l'infection vers le haut appareil urinaire. Toute pyélonéphrite de l'enfant est a priori reliée à un reflux intermittent ou permanent. Donc, en l'absence de reflux vésico-utéral, c'est une Escherichia coli uropathogène très adhésive qui peut être responsable de ce genre d'infection. Maintenant, on va passer à l'expression clinique. Donc, les signes sont variables et ils sont aussi trompeurs. On peut avoir l'altération de l'état général, des troubles digestifs et des douleurs abdominales qui n'ont aucun rapport apparemment avec des problèmes urinaires. Si la fièvre est supérieure à 40 degrés Celsius isolée chez un nourrisson, il faut toujours penser à la pyélonéphrite aiguë. Il faut avoir la main facile à l'examen cytobactériologique des urines et aux bandelettes urinaires si la fièvre est supérieure à 72 heures, donc
elle dure plus de 72 heures sans point d'appel, quel que soit l'âge. Pour la cystite survient chez le grand enfant, surtout la petite fille plus de 3 ans. En général, elle apparaît sans fièvre, mais un fébricule moins de 38,5 degrés est possible, mais sans signes généraux ou douleurs lombaires, avec des signes fonctionnels urinaires qui sont parfois intenses. On parle ici de dysurie, de brûlure mictionnelle, avec un enfant qui pleure lors de la miction. On peut aussi avoir de la pollakiurie, des envies impérieuses, des douleurs au niveau de l'hypogastre, des fuites et de l'hématurie. Pour la pyélonéphrite aiguë, c'est surtout la lombalgie et la fièvre. Donc c'est une lombalgie fébrile. Elle peut survenir à tout âge, mais on a des caractéristiques de chaque âge qu'il faut noter. Pour le nouveau-né, on a des signes moins évidents, et donc elle est évoquée devant tout tableau d'infection néonatale, sauf si précoce. Donc c'est l'infection elle est précoce, moins de 72 heures. La fièvre elle est variable, donc elle n'est pas constante. On a plus ou moins un ictère ou un syndrome septicémique. On a aussi l'altération de l'état général avec un choc septique. Il faut toujours évoquer la pyélonéphrite aiguë devant l'ictère ou la prise de poids importante du nouveau-né. C'est une urgence, voire les complications dangereuses qui sont l'insuffisance rénale aiguë, le déséquilibre ionique, la déshydratation, ainsi que le syndrome infectieux. Pour le nourrisson, on a des signes digestifs. Donc on a un tableau de gastro-entérite, on a une fièvre isolée et inexpliquée, on peut aussi avoir des pleurs mictionnelles, une mauvaise courbe de croissance et des troubles hémodynamiques. Chez le grand enfant, on va avoir une fièvre, des frissons, des signes urinaires, des douleurs lombaires aiguës, plus ou moins abdominales. Maintenant, on va parler des critères de gravité. Quand est-ce que l'infection urinaire chez l'enfant est considérée grave? Tout d'abord, c'est l'âge. Lorsque l'âge est inférieur à 3 mois, on a surtout le problème de tableau trompeur, de germes particuliers, de risque de septicémie et d'essaimage méningé, ainsi que la négativité des bandelettes urinaires. Les facteurs de risque, on a les uropathies sous-jacentes, l'immunodépression et la lithiase urinaire. On a aussi les facteurs de sévérité, comme le sepsis, donc lorsqu'on a une fièvre mal tolérée ou des troubles hémodynamiques, ainsi que les signes de déshydratation et l'altération de l'état général. Maintenant, on passe au diagnostic de confirmation. Le premier diagnostic qu'il faut initier, c'est les bandelettes urinaires. Les bandelettes urinaires, des dépistages chez l'enfant supérieur à 1 mois. Par contre, si on a un nouveau-né, donc il est inférieur à 1 mois, son âge est inférieur à 1 mois, on passe directement à l'examen cytobactériologique urinaire, de façon systématique. Les bandelettes urinaires, elles nous montrent deux choses, la leucocyturie et les nitrites. La leucocyturie, elle doit être supérieure à 10 à la puissance 4 donc par millilitre, donc 10 000 par millilitre. Plus ou moins les nitrites, qui vont être surtout en rapport avec certains germes comme les Escherichia coli, les proteurs et le Klebsiella. La valeur prédictive négative est à 100% si les leucocytes et les nitrites sont négatifs, et elle est plus faible si les leucocytes et les nitrites sont positifs, donc voire 70% des cas. Donc la valeur prédictive négative est très élevée dans le cas de bandelettes, dans tous les cas par rapport aux bandelettes urinaires. Donc, devant un syndrome fébrile, les indications de recueil urinaire doivent tenir compte de la probabilité d'infection urinaire, selon l'existence ou non de facteurs de risque. Ainsi, les facteurs de risque comme l'âge, comme le sexe masculin, comme les antécédents de pyélonéphrite aiguë ou d'uropathie, la fièvre isolée, plus de 39 degrés Celsius depuis plus de 48 heures. En dehors de situations particulières, il n'est pas souhaitable de demander d'emblée un examen cytobactériologique urinaire sans disposer au préalable d'une bandelette urinaire. Une bandelette urinaire positive pour les leucocytes ou les nitrites doit conduire à la réalisation d'un examen cytobactériologique urinaire avant prescription de toute antibiothérapie. La valeur prédictive négative d'une bandelette urinaire négative est plus de 90%. Classiquement, les bandelettes urinaires peuvent être utilisées à partir de l'âge de 3 mois, mais des études récentes montrent qu'elles peuvent être utilisées à partir d'1 mois même. Maintenant, on va passer aux modalités de recueil.
Pour les modalités de recueil, donc la poche urinaire, elle est remise en cause. Pourquoi? Parce que la négativité de cet examen rend très improbable le diagnostic. Et même ça, donc on a une positivité qui a une très faible valeur prédictive positive, qui est inférieure à 50% des cas. Donc on a plusieurs faux positifs, même si les conditions de prélèvement ont été optimales. Puisque la cause générale de ce problème, c'est que les bactéries impliquées dans les infections urinaires sont des bactéries qui sont commensales du périnée. Donc, aucune technique de nettoyage ou de désinfection actuellement utilisée ne permet de garantir leur totale élimination. Si la négativité des bandelettes urinaires rend très improbable le diagnostic d'infection urinaire, la positivité des leucocytes n'a malheureusement qu'une très faible valeur prédictive positive. Par contre, la présence de nitrite associée aux leucocytes a une bonne valeur prédictive positive. Maintenant, on va passer à l'examen de référence, c'est l'examen cytobactériologique des urines associé à un antibiogramme. Le recueil doit être rigoureux dans des conditions d'asepsie car le risque de contamination est fréquent. On va faire la désinfection au daquine, le rinçage et on analyse dans l'heure suivant le prélèvement. La poche à urine est une technique, mais elle a beaucoup de faux négatifs, comme on a déjà dit. Et donc, elle dépend de la probabilité pré-test, des résultats des bandelettes, ainsi que la leucocyturie à l'examen direct. On peut aussi avoir d'autres méthodes de prélèvement qu'on utilise fréquemment et qui sont les méthodes les plus utilisées maintenant. C'est le collecteur adhésif, le catérisme urétéral, les urines en milieu de jet et la ponction suspubienne éco-guidée qui a des indications très limitées. Maintenant, les examens. On a l'examen direct qui étudie non seulement la leucocyturie, mais aussi la pyurie et l'hématurie. Donc, la bactériurie, la confirmation, c'est par une bactériurie supérieure à 10 à la puissance 5 au G, 10 à la puissance 4 au sondage et supérieure à 0 à la ponction suspubienne, puisque les urines prélevées à partir de la vessie directement sont normalement stériles, sans aucun germe. La bactériurie plus un germe confirme le diagnostic. Donc, lorsqu'on retrouve une valeur positive supérieure au seuil pour la bactériurie, ainsi que la présence d'un seul germe à l'antibiogramme, ça va confirmer le diagnostic. Plutôt, c'est à l'examen des germes, à l'examen direct. Pour la culture, ça identifie le germe, comme on a déjà dit. Si ce n'est pas possible au cours de l'examen direct, donc, pour les antibiotiques, il faut étudier la sensibilité par l'antibiogramme. On a aussi certains cas particuliers, comme une bactériurie asymptomatique. Lorsqu'on a une bactériurie asymptomatique, pour les cas particuliers, on a la bactériurie asymptomatique. C'est donc lorsqu'on a un taux de bactéries supérieur à 10 000, mais on n'a pas de leucocyturie sur 2 examens cytobactériologiques urinaires. Ici, on peut avoir le problème de contamination. On peut aussi avoir donc une infection qui est débutante, surtout pour les filles d'âge scolaire et qui sont volontiers et récidivantes. On peut aussi avoir la colonisation qui est asymptomatique. Contrairement à ce cas, on peut aussi avoir une leucocyturie aseptique, c'est-à-dire on peut avoir des leucocytes qui sont positifs, mais sans présence de germes. Ici, c'est surtout une infection qui est décapitée ou une infection vulvo-vaginale ou la maladie de Kawasaki ainsi que la bilariose, qui ne vont pas être en rapport avec des causes bactériennes. Maintenant, on passe au bilan de l'infection urinaire. Son objectif, tout d'abord, est d'évaluer le retentissement, de chercher une neuropathie malformative, comme le reflux, comme le syndrome de jonction, comme la bifidité urétérale, ainsi que la valve de l'urètre postérieure. À l'interrogatoire, on cherche la porte d'entrée. Chez le petit garçon, c'est surtout l'infection balano-prépuciale. On cherche aussi les infections urinaires à répétition, la lithiase familiale, la constipation, la vulvite, l'oxyurose et les signes d'instabilité vésicale. Cliniquement, on observe le jet urinaire. Si le jet urinaire donc, il est ralenti ou d'autres problèmes, donc on sait qu'on a un problème avec des signes fonctionnels urinaires. On recherche le globe vésical.
On examine les organes génitaux externes pour chercher une ambiguïté sexuelle, un hypospadias et un épispadias, surtout chez le nourrisson et le nouveau-né. On cherche des gros reins et on mesure la tension artérielle, le poids et la taille normalement. Pour l'hémoculture, donc on va avoir deux hémocultures positives, donc donc plus ou égal à 2, plus l'antibiogramme. Si on a un nourrisson inférieur, donc dans l'âge inférieur à 3 mois, ou s'il est hospitalisé. On fait aussi l'NFS, la CRP, la procalcitonine, et on contrôle la fonction rénale pour, pour voir la fonction rénale, comment elle est. Et on fait aussi l'ionogramme plasmatique. Radiologiquement, on fait l'échographie rénale, on fait la cystographie et on fait l'urographie intraveineuse. L'échographie rénale, donc on fait l'échographie du rein et des voies urinaires pour chercher une neuropathie obstructive, chercher une anomalie de la jonction pyélo-urétérale, les anomalies de l'urétère, donc c'est le méga-urétère, et les valves de l'urètre postérieur. Donc l'échographie, elle est effectuée dès la première épisode, donc avant 48 heures. On a ensuite la cystographie, donc elle peut être rétrograde chez la petite fille ou suspubienne chez le garçon. Et c'est pour la deuxième épisode de pyélonéphrite aiguë. Elle est effectuée à distance, donc à distance de 3 semaines après l'épisode aigu. Et on fait des clichés permictionnels pour voir, donc examiner tout l'arbre urinaire. On cherche à ce niveau-là le reflux vésico-urétéral, qui peut être de bas grade comme il peut être de haut grade. Et le haut grade, il nécessite une chirurgie précoce parce que le rein, il souffre. On a aussi le bilan urodynamique, donc le bilan urodynamique ou l'urographie intraveineuse. Elle cherche une instabilité vésicale, une immaturité vésicale, surtout chez l'enfant de plus de 5 ans. Maintenant, on va parler des complications rénales. Pour les complications rénales, on a l'insuffisance rénale chronique et la pyélonéphrite chronique, qui a des signes d'appel cliniques, biologiques et radiologiques. Cliniquement, on va voir un enfant qui a des troubles digestifs, qui a des douleurs abdominales, qui souffre aussi d'un retard de croissance, de troubles mictionnels et d'hypertension artérielle par retentissement rénal, puisque c'est la pyélonéphrite qui est chronique, ainsi que des poussées de fièvre inexpliquées. Des signes biologiques, on a donc une réduction de pouvoir de concentration sanguine, l'acidose et l'hyperazotémie. Et radiologiquement, on va retrouver des petits reins pyélonéphritiques à l'échographie. Le traitement est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le traitement précoce est bien maintenu et évite tout d'abord les complications aiguës, comme le choc septique et les abcès rénaux. Ça peut aussi nous éviter les lésions cicatricielles rénales parenchymateuses et qui va donner de la pyélonéphrite chronique, comme on a déjà dit. Et aussi les rechutes, qui peuvent devenir graves s'ils sont fréquentes. Donc le principe du traitement, tout d'abord le germe doit être sensible, d'où l'intérêt d'effectuer un antibiogramme avant de démarrer tout traitement. Une bonne concentration plasmatique et urinaire en molécules de médicaments, une bonne tolérance du patient et en cas de pyélonéphrite aiguë, le traitement doit être urgent, il doit être débuté en urgence. Pour la première épisode, on fait un traitement antibiotique de 10 jours et une échographie rénale. Pour l'infection, lorsqu'elle est récidivante, on fait un traitement de 10 jours suivi par une chimioprophylaxie et une exploration radiologique par échographie et cystographie. Donc les indications du traitement pour l'infection urinaire basse, c'est une monoantibiothérapie. Pour l'infection urinaire haute, on associe les bêta-lactamines pendant 48 heures et les aminosides. Donc les bêta-lactamines sont en intraveineux et les aminosides sont en intraveineux ou intramusculaire. La durée du traitement est de 10 jours. L'infection urinaire du nouveau-né et du nourrisson, c'est une bi-antibiothérapie. Le traitement étiologique, on a tout d'abord une cure chirurgicale d'une neuropathie malformative, donc surtout dans les cas qui sont graves et menaçants. Traitement d'une lithiase urinaire par lithotripsie et traiter les facteurs favorisants. Et la prévention, donc on a une hygiène périnéale et l'enfant doit boire beaucoup, ainsi que chercher tous les facteurs favorisants et essayer de limiter au plus le risque d'infection. Et je vous remercie.